Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La tentative d'assassinat au Mali contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce 20 juillet, a secoué Bamako. 2 jours après cette attaque au couteau, l'heure est aux questions. Nous ferons le point sur les premiers éléments de l'enquête. La tension monte en République démocratique du Congo autour de la proposition de loi dite sur la congolité. Un cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, hostile à cette proposition de loi, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il s'agit de Jacquine Dalla. Et des milliers de civils sont déplacés à l'intérieur de l'Équatoria occidental au Soudan du Sud. Tous fuient l'insécurité et les conflits qui persistent dans certaines parties du pays malgré la création du gouvernement d'union nationale. Mais tout d'abord, c'est un rendez-vous politique attendu en Côte d'Ivoire. Le mardi 27 juillet devrait marquer la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui a causé la mort de plus de 3000 personnes. Il s'agit d'un rendez-vous très attendu depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo le 17 juin dernier, après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Cet entretien est censé marquer une étape importante dans le processus de réconciliation nationale et de décrispation du climat politique ivoirien. L'heure est aux questions au Mali. Après la tentative d'assassinat contre la personne du colonel Assimi Goïta le 20 juillet, il s'en est sorti indemne, mais cette attaque au couteau le jour de l'Aïd el-Adha à la grande mosquée de Bamako pousse à l'interrogation sur la sécurité mise en place autour de la première personnalité de l'État. Le suspect, lui, est toujours interrogé. Les détails sur les derniers éléments de l'enquête en cours avec Amenej. Au lendemain de l'attaque au couteau visant le président de la transition, place aux interrogations. Suite à l'enquête ouverte hier mardi, quelques heures après l'attaque, une partie de l'identité des 2 commanditaires de cet acte est désormais sûre. S'il n'a pas donné plus de détails sur l'assaillant interpellé, le commissaire principal de police du 3e arrondissement de Bamako, Sadio Tomoda, a précisé qu'il s'agissait d'un enseignant. Quant à son complice, il serait un membre des forces spéciales maliennes. Il est évident que le colonel Assimi Goïta doit pouvoir avoir des ennemis, aussi bien par rapport à la déchéance des anciens premiers ministres et également au sein de la classe politique malienne en tant que telle, sans occulter que ces anciens compagnons d'armes qui ont perpétré le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, de plus en plus aujourd'hui, certains de ces officiers semblent être délaissés par la trajectoire qui a été prise par la transition politique au Mali, avec l'arrestation de certains officiers, notamment le colonel Doucouré et autres. Plusieurs autres zones d'ombre subsistent autour de cette tentative d'assassinat visant l'actuel président de la transition malienne, notamment comment ces hommes se sont-ils aussi facilement approchés d'Assimi Goïta, considéré comme l'homme fort du pays. Quelles étaient leurs motivations? Des questions qui agitent de nombreux habitants. Le mode opératoire peut susciter de nombreuses interrogations quand les attaques au couteau par rapport à l'actualité en Occident font penser directement au groupe djihadiste. On l'a vu en Espagne, que ce soit les attaques béliers, les attaques couteau à Paris, ce sont des attaques qui sont tout à fait régulières. Et c'est important de comprendre aujourd'hui, la victime aujourd'hui c'est le président de la transition, Assimi Goïta, qui est un symbole des institutions maliennes en tant que tel. Donc cela peut susciter beaucoup d'interrogations, étant auteur de 2 coups d'État en moins d'1 année. Aujourd'hui, il suscite également pas l'adhésion totale. Donc Assimi Goïta doit pouvoir prendre cela comme étant une pour accélérer l'agenda politique avec le calendrier du processus électoral, pour pouvoir permettre au Mali d'aller très vite aux élections. Il va falloir renforcer sa sécurité pour que nous puissions aller très vite vers une sortie des crises, pour que nous puissions avoir un régime civil au pouvoir très bientôt. Les autorités maliennes ont pour l'heure appelé à la sérénité. Les raisons véritables de cette tentative d'assassinat n'étant pas encore connues, il a été décidé pour l'heure que la sécurité du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, soit renforcée. Hier mardi, un blessé a été signalé par le recteur de la grande mosquée de la capitale. En République démocratique du Congo, la proposition de loi dite sur la congolité suscite de vives réactions au sein de la population. Cette proposition, qui régit l'accès aux plus hautes fonctions de l'État,
Et maintenant, à l'origine d'une condamnation, le président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, Jacques Ndala, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir appelé à envahir le Parlement si cette proposition de loi était examinée. Les explications de Mildred Diamou. Peine de prison pour Jacques Ndala, président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de prison pour ses propos contre le projet de loi sur la congolité. Une loi qui devrait exclure de la prochaine présidentielle des candidats comme son leader Moïse Katumbi, qui ne sont pas de père et de mère congolais. C'est une politique de répression visant à faire taire tous ceux qui sont contre la dite loi. Pour nous, la source du document est douteuse. La disposition parle de la désobéissance civile à la loi. Est-ce que le document de Pouloulou est une loi? Non, c'est une proposition. À quelle loi il fait désobéir? La sentence qui a été prononcée est un mal jugé manifeste. Est-ce qu'il est interdit d'aller au palais du peuple? Nous allons utiliser des moyens légaux pour interjeter l'appel conformément à la loi congolaise. L'ex-président de la Ligue des jeunes a été interpellé le 18 juillet 2021 par l'Agence nationale de renseignement et mis après à la disposition du parquet général de Kinshasa Matete. Il a été ensuite déféré le 20 juillet devant les juges du tribunal de paix de Kinkole à Kinshasa, où il a été jugé en procédure de flagrance. Lors de son dernier meeting, Jacques Ndala a appelé à envahir le siège du Parlement si la proposition de loi était examinée, ce qui lui a coûté sa traduction en justice. Les propos du journaliste Jacques Ndala, puisqu'il est journaliste, ce sont des propos qui dénotent du climat à venir par rapport aux élections. Les élections qui, au Congo, depuis 2006, ont toujours été chaotiques parce que les règles ne sont pas respectées. Alors, à propos de la loi que l'on appelle généralement sur la congolité, tel n'est pas le cas parce qu'on fait un parallélisme hasardeux avec la Côte d'Ivoire. Cette loi ne dit pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Cette loi reconnaît d'abord que, quel que soit que vous ayez un parent ou les 2 parents congolais, vous êtes d'abord congolais, mais c'est plutôt une loi sur l'accession à certains postes de responsabilité, vu que les guerres que le Congo a connues ont ramené beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les instances du pouvoir sans être congolais. Donc ce n'est pas une loi sur la congolité, mais c'est une loi sur l'accès à certains postes de responsabilité. Le projet de loi sur la congolité avait été proposé début juillet 2021 par son collègue de l'Union sacrée, le député Singhi Pouloulou. Pour les autorités judiciaires, les propos de Jacques Ndala sont constitutifs de l'infraction d'incitation à des manquements envers l'autorité publique. Jacques Ndala, quant à lui, a déclaré que même après son procès, il serait contre cette loi. Il fuit l'insécurité au Soudan du Sud. Des milliers de civils sont déplacés à l'intérieur de l'Équatoria occidental suite aux attaques armées. Ils tentent de survivre en campant dans des écoles et des églises. Un tableau sombre, bien loin des festivités du 9 juillet dernier qui marquait les 10 ans d'indépendance du pays. Plus de détails avec Alexandre Andois. Fuir pour sauver leur vie. Des milliers de personnes ont dû quitter l'Équatoria occidental, au Soudan du Sud, à la suite d'attaques armées. Les femmes, les enfants et les combattants doivent parcourir jusqu'à 14 km pour camper dans des écoles et une église dans la ville de Tamboura. Ici, nourrir les enfants est la principale préoccupation des familles déplacées. Nous souffrons avec nos enfants. Il n'y a aucun moyen d'aller à la ferme et de ramasser de la nourriture comme le manioc ou ses feuilles. Nous avons vraiment besoin de paix. Plus de 50 maisons ont été rasées et au moins 3 personnes ont été tuées. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud et d'autres partenaires enquêtent sur ces violences. Les casques bleus ont également augmenté les patrouilles dans et autour de Tamboura. Des milliers d'entre eux ont tout perdu. Leurs maisons ont été incendiées comme vous pouvez le voir ici. Elles sont complètement réduites en cendres. Ils ont perdu tous leurs biens, leurs récoltes, leurs chèvres et leurs poulets errent librement. Ils doivent vraiment recommencer à zéro, ce qui est un énorme traumatisme. Ils se demandent toujours ce qui est arrivé à leur famille. C'est donc une situation très préoccupante. Les dirigeants sud-soudanais ont assuré début juillet qu'ils ne ramèneraient pas le pays dans une situation de guerre alors qu'ils célébraient le 10e anniversaire d'existence du jeune État. Les rapports des Nations Unies indiquent que la violence fait toujours rage dans plusieurs régions du Soudan du Sud. Également dans l'actualité, le continent africain pourra prochainement réduire sa dépendance aux pays étrangers dans la lutte contre la Covid-19 et ce grâce au nouveau partenariat signé
entre le laboratoire Pfizer-BioNTech et l'entreprise sud-africaine Biovac. Cette association doit permettre de produire des vaccins anti-Covid-19. Ainsi, ce sera la première fois qu'un vaccin à ARN messager sera produit en Afrique. Objectif affiché, produire 100 millions de doses de vaccins par an d'ici 2023. Ce projet doit permettre de produire en Afrique des vaccins exclusivement destinés aux Africains, et ce, dès l'année prochaine. Manque de transparence, népotisme ou encore favoritisme sont tant de mots employés par l'ONG Human Rights Watch pour dénoncer les irrégularités constatées dans le programme de transfert monétaire mis en place par le Kenya. Un programme créé en réponse à la pandémie de Covid-19 qui n'a pas su garantir à tous les citoyens une protection égale. Les explications de Anthony Atangana. Le Kenya au plus mal. Le pays souffre de la pandémie, mais également d'un taux de chômage élevé, en particulier dans les régions pauvres. D'après le rapport de l'ONG Human Rights Watch, les autorités kenyanes n'ont pas réussi à concevoir un programme de sécurité sociale qui garantirait à chaque citoyen un niveau de vie adéquat durant cette crise sanitaire. Rosemary Mungai, résidente de la région de Kibera, souffre particulièrement de cette condition. Quand le coronavirus est arrivé, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, car il n'y avait tout simplement pas d'argent. Comme vous le savez, il n'y a pas de travail pour le moment, donc je vis avec 7 de mes petits-enfants. Le rapport de Human Rights Watch indique que seule une infime partie des familles vulnérables de Nairobi aurait bénéficié du programme d'aide du gouvernement. Entre manque de transparence, népotisme et favoritisme, l'ONG affirme également que de nombreux bénéficiaires n'ont reçu qu'une partie de l'argent qui devrait être livré mensuellement entre avril et novembre. Esther Arumba, également résidente de Kibera, déplore que des milliers de ménages éligibles n'aient pas pu recevoir l'aide escomptée. Je suis une employée de maison occasionnelle. En raison de la nature de mon travail, je ne pouvais pas trouver de travail. Je faisais juste bouillir de l'eau et j'allais dormir avec les enfants. Nairobi compterait environ 600 000 ménages répartis dans 8 bidonvilles. D'après une source gouvernementale citée par Human Rights Watch, en octobre 2020, 29 000 ménages avaient été inscrits au programme de transfert monétaire, ce qui représente moins de 5% des ménages des quartiers difficiles. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni le 16 juillet à Rabat au Maroc, un rendez-vous qui a permis l'étude de plusieurs dossiers. Au menu des discussions, il y avait notamment la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun en 2022, ou encore le projet de réforme de la Coupe du Monde. Plus de détails avec José Douglas. Le comité exécutif de la CAF a noté la bonne progression des travaux concernant l'achèvement des stades en construction et d'autres infrastructures pour la prochaine CAN au Cameroun. Une dernière visite d'inspection aura lieu mi-août pour évaluer l'état d'avancement du stade d'Olimbé et la possibilité d'organiser le prochain match à domicile pour l'équipe nationale du Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021. Le comité exécutif a apporté aussi son soutien au projet d'une Coupe du Monde masculine et féminine tous les 2 ans qui a été formulé lors du dernier congrès de la FIFA. La Commission a demandé que l'information soit communiquée rapidement à l'instance internationale. Une Coupe du Monde chaque 2 ans serait-ce une bonne chose pour le football africain dans son ensemble? Ça va poser un problème parce que si on maintient la Coupe du Monde tous les 2 ans et la CAN tous les 2 ans, ça va encore pénaliser les sélections africaines. Alors, moi, je pense que la Coupe du Monde tous les 3 ans peut être intéressant dans la mesure où il y a la possibilité des sélections africaines d'avoir un an de repos avant d'entamer la Coupe du Monde. Lors des prochains mondiaux, la question est aussi de savoir quel sera le nombre d'équipes africaines sélectionnées pour prendre part à la phase finale. Aujourd'hui, le continent ne compte que 5 nations. Pour participer à la Coupe du Monde, il faut qu'on ait 53 pays en Afrique. Il faut quand même que la FIFA et la CAF se mettent d'accord pour au moins faire la parité. La parité parce que la plupart des joueurs des sélections africaines jouent tous en Europe. Ils sont professionnels en Europe.
Et il y a beaucoup de joueurs africains qui sont professionnels aussi dans le monde entier. Alors du coup, je pense que la CAF doit miser en demandant à la FIFA de revoir sa copie en mettant au moins minimum 10 sélections d'Afrique pour la Coupe du Monde. Le rapport final de l'audit lancé par PricewaterhouseCoopers, datant de mars 2021, a été aussi évoqué. Le comité exécutif a donné mandat au secrétaire général pour mettre en œuvre rapidement des recommandations et d'explorer les conséquences juridiques. Le comité exécutif compte aussi accélérer l'étude de faisabilité du projet de Ligue supranationale africaine et a confirmé la date de reprise des compétitions interclubs 2021-2022, coup d'envoi le 10 septembre 2021. Le tirage au sort des tours préliminaires sera effectué le 15 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.